Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, avec David Queyros, maire communiste de Saint-Martin-d'Hères, et Renzo Sully, maire communiste d'Échirolles. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation tous les trois ensemble sur ce plateau. Bonjour à tous. Après des mois d'attente, ils ont enfin reçu le ministre de l'Intérieur ce vendredi. Gérard Collomb est venu à Grenoble et dans notre agglomération gangrénée par les trafics et la violence. Ce terme, c'est celui qu'avait utilisé le procureur de la République de Grenoble. Alors comment faire reculer les délinquants ? En renforçant la police nationale, disent les élus locaux. En mobilisant davantage les communes, répond la place Beauvau. Alors que restera-t-il de la venue de Gérard Collomb à Grenoble ? Comment faire reculer l'insécurité ? Question posée aux maires de Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Hères. On va d'abord rapidement annoncer ce que vous a présenté le ministre. Une vingtaine d'agents de la police nationale en renfort d'ici la fin de l'année sur l'agglomération. En 2019, notre agglomération sera classée en quartier de reconquête républicaine. La prime de fidélisation sera instaurée pour les policiers nationaux et une cellule de lutte contre le trafic sera mise en place. On va revenir et on va commenter ces décisions dans un instant. Avant cela, vous êtes tous les trois sur ce plateau. Merci. Vous étiez tous les trois aux côtés du ministre aujourd'hui. C'était important de présenter un front uni, Renzo Sully ? Oui, il me semble que c'était important. Ça fait maintenant plus d'un an que nous avons ensemble postulé et défendu l'idée que cette agglomération devait avoir des moyens supplémentaires par rapport à ceux qui existent en matière de présence de police nationale. Nous n'avons pas été retenus dans la première vague, nous avons insisté. Je crois que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, on reviendra sur les chiffres concrets que vous avez annoncés, c'est la prise de conscience sans doute du Premier ministre qu'effectivement cette agglomération mérite qu'on la mette au niveau en matière de moyens à la police nationale, en matière d'effectifs pour la police nationale. Après, nous sommes capables de travailler ensemble. Nous le faisons depuis longtemps déjà. Je crois que le fait que nous ayons déposé une candidature commune a montré la volonté des élus de travailler pour l'agglomération, pas simplement pour leur commune. Éric Piolle, on montre souvent du droit Grenoble. On a entendu parler du Grenoble-Chicago français. Pour vous, il a toujours été question, en parlant de sécurité, d'un problème plus large, de la métropole, plus que de l'agglomération même. Bien sûr, et même au-delà, c'est ce que disait le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, parce que même l'Isère en général, même au-delà de la circonscription de police, fait partie des départements en fait, les plus touchés par les problématiques de drogue et la délinquance qui va avec. Donc là, on est dans un apaisement. Depuis un an, on avait un peu l'impression d'être abandonné, voire parfois de faire l'objet de jeux politiciens. Là, le ministre de l'Intérieur a amené une réponse claire. Vous êtes satisfait, David Queyros, après ces annonces ? Satisfait, oui, compte tenu de la création de postes. C'est un bon signal qui est envoyé à nos communes. Et puis, je dirais que ça permettra aussi, avec le dialogue qu'on entretient avec nos habitants, de montrer que l'État est bien à nos côtés, puisque nous fournissons beaucoup d'efforts locaux. Donc, il était important, effectivement, d'avoir cette cohésion des trois maires qui connaissent des problématiques similaires en matière de sécurité. Alors le constat, effectivement, il a été régulier et fait régulièrement par le procureur. Sur les 8 premiers mois de cette année, les atteintes aux personnes ont progressé de 18% dans l'agglomération. Les agressions physiques sont 53% plus importantes que dans d'autres villes de taille comparable. On ne va pas détailler ces chiffres outre mesure. Comment s'est déroulée la visite ? Le ministre est d'abord allé chez vous à Échirolles, c'est ça ? Oui, ce matin, effectivement, il a souhaité visiter quartier de la Villeneuve d'Échirolles. Il a souhaité d'ailleurs rendre hommage à Kevin et Sofiane en déposant une gerbe sur la stèle. Et puis il a souhaité s'entretenir avec des habitants de la place Beaumarchais, de la maison des habitants. Souhaité s'entretenir également avec 3 dames qui s'étaient rebellées contre le squat de leur montée par des trafiquants, et puis entendre les membres des comités d'usagers des maisons des habitants et du conseil citoyen. Je crois que ça a été utile pour lui de vérifier sur place, dans un dialogue direct avec les habitants qui ont dit
leur opinion, et en particulier en termes de soutien qu'ils attendent de la part de l'État sur le nombre de policiers et la présence policière dans ces quartiers-là. Je crois que les habitants l'ont exprimé tous de la même façon, avec bien entendu leurs mots, mais de manière très forte. Et je crois que ça a été très utile, ce contact direct avec les habitants. Alors le ministre a ensuite déjeuné avec les policiers à la préfecture. Il vous a reçu cet après-midi à l'hôtel de police. Éric Piolle, je crois qu'il vous a reçu d'ailleurs en tête-à-tête particulièrement. Oui, effectivement. Nous étions ensemble avec Renzo ce matin pour le dépôt de gerbe sur la stèle de Kevin et Sofiane, puis pour les échanges avec les habitants. Et puis après, on a eu des rencontres effectivement avec le ministre et j'ai eu un tête-à-tite avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est indiscret de vous le demander. Bon, vous savez, on se connaît on s'est côtoyés quand il était maire de Lyon et moi maire de Grenoble. On a une vie des maires des grandes villes. On vous a vu aussi sur Facebook l'interpeller très directement. Oui, effectivement. J'imagine qu'il vous a parlé de ça. On l'a interpellé tous les trois. On a trouvé les moyens qu'il vienne à Grenoble et qu'il vienne amener des choses positives pour notre territoire. Allez, on va détailler précisément les annonces faites par le ministre. Des renforts de policiers nationaux. C'était votre première demande. Vous êtes satisfait? Satisfait sur le nombre. Donc une vingtaine d'ici la fin de l'année, c'est ça? D'ici la fin de l'année, effectivement, il y a tout le temps un délai de latence puisque les adjoints de sécurité sont en formation au moins une année, donc 20 effectifs d'ici la fin de l'année. De ce que j'ai compris, 35 effectifs nets à terme, c'est-à-dire 20 d'ici la fin de l'année, 15 au cours de l'année 2019. Il a pu évoquer également la création de quartiers de reconquête républicaine. Il interpelle le préfet, ou tout du moins il demande au préfet d'avoir une proposition quant à la carte des quartiers qui seraient concernés. J'ai apprécié le fait qu'il l'indique bien, qu'il reconnaisse bien les problématiques propres à notre territoire. En revanche, je l'ai un peu moins entendu parler de proximité et d'îlotage. Je crois que ce qui dissuade aussi la délinquance, c'est la présence de proximité et une présence d'une police qui est aux côtés des polices municipales et des acteurs de quartier. Éric Piolle, ces annonces, donc des renforts de policiers supplémentaires, c'est ce que vous réclamiez aussi depuis plusieurs mois, hein. Tout à fait. Le ministre Cazeneuve, à l'époque, avait octroyé 30 policiers supplémentaires pour la sécurité publique. Là, on en aura 35 de plus. Donc, on remonte petit à petit vers le niveau des effectifs de 2007. On n'y est pas encore. Et évidemment, la situation, comme vous l'avez dit, s'est plutôt dégradée depuis 10 ans, globalement d'ailleurs en France. C'est ce qu'il signalait, plutôt qu'amélioré. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et aujourd'hui, c'était difficile d'attendre plus. Donc, il a fait des gestes aussi sur la prime de zone difficile. Cette prime qui existe à Lyon, qui existe au Havre. Personne ne comprenait pourquoi depuis 20 ans, elle a été instaurée en 99. Elle n'existait pas à Grenoble. Pour les policiers nationaux, qui ne touchaient pas cette prime ici. Oui, alors que la situation n'est pas moins grave à Grenoble qu'à Lyon et au Havre, même s'il y a des problématiques dramatiques là-bas aussi. Mais bon, la situation à Grenoble, elle est historiquement, on le sait, compliquée. Et elle suit la dégradation globale que nous rencontrons dans notre quotidien et que rencontrent les habitants dans leur quotidien, dégradation générale en France et ailleurs d'ailleurs aussi. Vous me dites qu'il n'y a pas de spécificité grenobloise en matière d'insécurité. Il y a une spécificité de sécurité quand même très claire. Elle est historique, elle perdure. Les tendances que l'on rencontre ici sont des tendances que l'on rencontre partout. Le rapport de la semaine dernière de la RATP a signalé en un an plus 25% d'agressions des agents de sécurité de la RATP dans le métro. On est face à une violence gratuite qui monte. Bon, là, on parle que de la partie répression, c'est important, la dissuasion. Il faudrait aller chercher les causes, les racines, parce que là, on est en train de traiter les problèmes, il vaudrait mieux les régler à la racine. Mais c'est important, et c'est important aussi parce qu'il y avait un sentiment d'abandon qui se développait très fort. On va voir effectivement comment vos communes accompagnent ces nouveaux effectifs, ces nouveaux moyens mis en place par l'État. Un mot, Renzo Sully, sur ces fameux quartiers de reconquête républicaine. Donc l'agglomération grenobloise rejoindra le club, entre guillemets, dès 2019. Ça, c'est une vraie annonce. Oui, c'est une vraie annonce. Après, il va falloir définir le périmètre de ces quartiers de reconquête républicaine. C'est la discussion avec le préfet
que souhaite le ministre, mais c'est effectivement important que nous soyons dans la deuxième vague des quartiers de reconquête républicaine, parce que n'oublions pas que c'est dans ces quartiers-là, à partir de ces quartiers-là, qu'il y aura plus d'effectifs pour la police nationale, puisque la police de sécurité du quotidien est la vocation, même s'il y a de l'expérimentation en ce moment, à être, je dirais, développée de partout en France. Notamment dans les zones rurales. Là, dans ces quartiers, c'est essentiellement des zones urbaines. Mais là, dans les quartiers de reconquête républicaine, ça veut dire que nous aurons des moyens supplémentaires. Et c'est effectivement ce que nous attendions de ce point de vue-là. Enfin, de vous à moi, on avait connu les ZSP, les zones de sécurité prioritaires. Qui ne disparaissent pas. Alors, qui ne disparaissent pas. Du coup, est-ce qu'on n'a pas un empilement de mesures, de plans, qui finalement montrent aussi leurs limites ? Oui, alors après, le plus important pour moi, c'est qu'empilement ou pas empilement, ce qui doit s'empiler, c'est le nombre de policiers. Avec la ZSP, on a eu un certain nombre de renforts qui ont permis un travail important sur le quartier Mistral en particulier. C'est avec les effectifs supplémentaires de la ZSP qu'il y a pu avoir ces actions-là. Comme d'ailleurs un déploiement, c'était la première fois sur Échirolles, mais largement insuffisant. Là, ce que nous espérons, c'est des effectifs supplémentaires, mais une manière de travailler qui veuille bien dire ce que ça veut dire. Police de sécurité du quotidien, c'est-à-dire une présence quotidienne qui, je dirais, permette de connaître les quartiers, rassurer les commerçants, discuter avec les habitants, créer du lien, c'est ce que disait David Kéros. Voilà ce que disait David tout à l'heure. C'est ça qui nous semble important. Et cela, avec les autres moyens qui existent aujourd'hui, que continueront de travailler. Ce qui nous semble aussi important, c'est la création de la cellule de lutte contre les narcotrafiquants, parce que c'est là aussi, ça permet de prendre à la racine, ça permet de démanteler les réseaux, même si on ne fera pas la cité idéale, mais je crois que la perte de confiance qui existait aujourd'hui dans la puissance publique, voilà, il nous semble important de la rattraper, de redonner confiance à nos citoyens pour qu'ils s'engagent, y compris. David Kéros, une question sur ces quartiers de reconquête républicaine. Donc moi j'imagine bien, mais on n'a pas d'éléments concrets le disant, mais on imagine bien Villeneuve, Tesser. Est-ce que vous avez l'assurance que par exemple le quartier Renaudie chez vous sera dans le lot ? Je le demanderai au préfet, puisque c'est le préfet qui est chargé de constituer cette carte. Il est sensible à la situation de Renaudie. Alors Renaudie n'avait pas connu d'événements très graves, je dirais, au cours des 3 derniers mois. Donc cela veut bien dire que la présence de terrain et puis les actions qui avaient été menées en collaboration entre la ville et les services se sont traduites par, alors peut-être le déplacement d'une certaine forme de délinquance, mais effectivement, il y a des lieux dans nos villes où la délinquance est parfois redondante. Il faut y accorder une attention très particulière. Oui, on sait qu'à Saint-Martin-d'Hères, il y a des sites qui deviennent de plus en plus sensibles. La place Étienne-Gras, par exemple. C'est une des places, effectivement, où il y a un sujet. Il y a 2 autres, au moins, endroits où il y a aussi d'autres sujets. Il peut y avoir des descentes de police d'ailleurs pour notamment des individus qui s'adonnent au trafic de drogue. Voilà, les habitants s'en rendent compte. Malheureusement, on déplace parfois un petit peu le problème et il y a retour de ces phénomènes-là. Alors précisément, on revient sur cette cellule de lutte contre les trafics, contre les narcotrafiquants. Le ministre a aussi annoncé des renforts en matière de police judiciaire. C'est une très bonne nouvelle. Il est vrai qu'il a cité le mot narcotrafiquant. Là, je dirais qu'il y a une évolution parce qu'on appelle, dans les questions de sécurité, parfois il y a des sujets qui sont, ou tout du moins des mots qui sont tabous, notamment association de malfaiteurs. Voilà, quand on dit parfois les voyous, on utilise des mots qui sont familiers et qui ne recoupent pas la réalité des choses. Parler de narcotrafiquants, c'est juste. J'ai pu dire à la presse récemment que la question de la circulation de la drogue, c'est une question mondiale. Quand on lit dans les colonnes de la presse que la production de coca en Colombie elle a augmenté 17% et que cette production-là va permettre de créer 30% de plus de cocaïne, il y a cette circulation-là des drogues est inquiétante, tout comme la circulation des armes. Alors, il ne l'a pas évoqué, ça, j'aurais aimé l'entendre sur ce sujet-là, mais effectivement, ce qui inquiète aujourd'hui les habitants de nos quartiers, c'est qu'il y a des armes, alors des armes blanches qui circulent, mais parfois des armes à feu et particulièrement dangereuses. Donc là, la lutte contre la prolifération des armes aurait dû être, je pense, au moins traitée
tout du moins esquissé pour des moyens en la matière. Vous évoquez les armes, et notamment les armes blanches. On a entendu le procureur, il y a quelques semaines, dire « Je n'ai pas les moyens de poursuivre, de faire contrôler et de poursuivre les détenteurs d'armes blanches ». C'est un constat quand même qui est terrible. Ça, est-ce qu'il ne fallait pas aussi que la ministre de la Justice vienne à Grenoble avec son homologue de l'Intérieur pour annoncer des renforts en matière de justice? On sent bien qu'à Grenoble aussi, la justice est à la peine. De façon globale, en France, la justice est à la peine. Nous sommes classés, je crois, 37e sur 43 dans les pays de l'OCDE pour les moyens que nous consacrons à la justice. Il y a en France 2 fois moins de juges que dans la moyenne des pays européens. Il y a 3 fois moins de procureurs. Donc c'est une réalité. Est-ce que le problème à Grenoble, il n'est pas là aussi? C'est-à-dire qu'on... À Grenoble comme ailleurs. On a plus les moyens. À Grenoble comme ailleurs, en fait, on a une chaîne. On ne s'attaque pas à la racine du problème. Donc, on ne parle pas du problème sanitaire de la drogue. On ne parle pas du problème de sécurité directement corrélé à cela. On ne parle pas du problème d'impunité publique, d'appropriation de l'espace public et de l'image de la République et du moral de nos policiers. Et puis, derrière, dans la justice, il y a également, c'était d'ailleurs l'interpellation d'un des habitants ce matin, la question de la réinsertion. On sait qu'on est extrêmement fragile, mais c'est quoi notre message? On n'a jamais eu autant de personnes en prison aujourd'hui en France. Il y a un moment, il faudra quand même qu'on réfléchisse à la racine. Aujourd'hui, on était là, notre objectif, c'était une mobilisation qui dure depuis 1 an. Mobilisation collective dans laquelle nous étions évidemment les 3 très engagés, mais on pourrait également citer les parlementaires, les sénateurs qui nous ont défendus. On pourrait également citer les syndicats de police qui se sont mobilisés sur cette question. Aujourd'hui, c'est une avancée collective sur le thème du jour. C'est pas le grand soir, évidemment, de la lutte contre la délinquance. Tous les discours de ministre de l'Intérieur de la Terre, qu'ils soient à Marseille ou ailleurs, ne supprimeront pas la délinquance, oui, malheureusement. Alors précisément, des ministres de l'Intérieur, je crois que tous les derniers ministres de l'Intérieur qui se sont succédés sont venus à Grenoble. Chacun avec dans les bagages un plan. Oh non, voilà, là, c'est la première fois. Autant être clair. C'est la première fois qu'on est. Ah bah oui, parce que depuis 2007, on perd des effectifs. Bernard Cazeneuve, quand il est venu, nous avait attribué 30 policiers pour la sécurité publique de plus. Là, le pas qui est fait est supplémentaire. Donc non, ils ne sont pas tous venus. Effectivement, Manuel Valls est venu les mains vides et d'autres sont venus pour couper les effectifs, voire faire des discours absolument scandaleux. Là, on a au moins quelque chose qui correspond à la mobilisation que Renzo, David et moi portions et qui correspond à une attente des Grenobloises et des Grenoblois. Je dis ça au sens large, les frontières communales, la délinquance n'a pas de frontières. Alors ceci étant, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb n'a pas signé un blanc-seing, n'est pas venu uniquement avec des cadeaux, il a aussi des exigences envers les communes et il vous l'a répété, Éric Piolle, la sécurité c'est l'affaire de tous, ça doit être une coproduction, on l'écoute et vous réagissez. Je pense que la vidéoprotection est un outil extrêmement utile. Je l'ai, pour ma part, dans d'anciennes fonctions expérimentées pendant 16 ans. Je parcours aujourd'hui les villes et je vois que là où il existe un système de vidéoprotection connecté au commandement de la police nationale, on peut envoyer des femmes et des hommes prévenir un certain nombre de situations. Qu'après la commission de faits, cela peut servir de preuve devant la justice. Et c'est comme cela d'ailleurs que les assassins du jeune homme ont pu être retrouvés, identifiés. Donc oui, je pense que c'est un outil important. La sécurité, c'est une coproduction. C'est l'engagement de l'État, mais c'est l'engagement des élus locaux. Le rôle de la ville-centre est important. Le rôle de l'agglomération est important. La coordination des élus dans une agglomération est importante. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Et le jeune homme auquel le ministre fait référence dans cette interview, c'est bien sûr Adrien Pérez qui a été tué cet été devant une discothèque de Mélan. Éric Piolle, sur la vidéoprotection, on a senti ces derniers mois, mais peut-être que je me trompe, on a senti une inflexion dans votre discours. On vous a notamment vu poser dans la salle de centralisation vidéo, dire que non, les caméras n'avaient pas été supprimées à Grenoble. Vous rétropédalez sur cette question? Il n'y a pas une inflexion, il y a juste, j'ai voulu balayer des préjugés. C'est un sujet qui est extrêmement politicien. Nous
sommes globalement, la force publique est en échec face à la délinquance, il y a là un sujet qui est extrêmement politicien dans la façon dont il est abordé. Après, chacun fait ce qu'il veut là où il est. Nous mettons des caméras de fait et on l'a toujours fait dès le début de notre mandat. On est favorable dans les transports en commun, dans les espaces fermés, dans plein d'endroits. J'ai juste voulu balayer les préjugés qui disaient qu'il y avait eu un démantèlement, ce qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, également contrecarrer les préjugés que même pouvait avoir le ministre de l'Intérieur lui-même, puisqu'il a dit qu'il faut faire un effort, étendre les horaires de la police municipale. Puis, on a déjà des équipes de nuit jusqu'à 3h30 du matin, c'est quoi étendre les horaires? Il m'a dit, ah bon? Et puis connecter les systèmes de vidéosurveillance à la police nationale. J'ai dit, à Grenoble, c'est fait. Effectivement, donc c'est assez rare. C'est un mauvais procès qu'on a fait au maire de Grenoble? J'ai voulu juste balayer les préjugés. Voilà. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas cristalliser le débat là-dessus. C'est aussi ça qui fait notre force depuis 3 ans. On peut avoir des positions différentes sur ce sujet, mais on est clair tous les trois sur lequel il ne faut pas cristalliser le débat là-dessus, parce que finalement, ça ne sert pas le débat public sur la délinquance. Et de fait, nous avançons. Ne cristallisons pas, mais c'est quand même important. Il y a combien aujourd'hui de caméras du ressort de la commune de la 71. Commune 71. Certains policiers municipaux nous disent qu'il y en a à peine la moitié qui fonctionnent. C'est faux. Voilà. Elles fonctionnent toutes? Non, pas du tout. Grosso modo, dans les réseaux de vidéosurveillance, il y en a en moyenne 15% qui ne fonctionnent pas. Chez nous, en ce moment, c'est entre 8 et 10 qui ne fonctionnent pas. Donc il n'y a pas d'abandon de l'entretien? Non, du tout. D'ailleurs, l'entretien, d'abord, il est sous-traité à la métropole depuis le transfert des compétences sur la voirie. Mais l'entretien est fait et la métropole fait son travail. Il y a un taux aussi parce qu'elles sont dégradées, ces caméras, ce qui est ce que tout le monde peut comprendre. Donc, voilà, ça fait partie d'un dispositif global. Il faut juste éviter de faire de ce point un débat politicien. Ça n'est pas le sujet de la délinquance. On ne résoudra pas cela. Il y en a. Bien le sûr. rapport qui indique est intéressant, puisque justement à Lyon, la Chambre régionale des comptes avait fait une enquête comparée en comparant Villeurbanne qui n'avait pas mis et Lyon qui en avait mis, montrant qu'il n'y avait pas d'évolution de la délinquance, de différence d'évolution de la délinquance dans ces deux villes, et arrivant à la conclusion que peut-être les moyens publics auraient pu être engagés ailleurs. C'est juste pour moi, ça fait partie. C'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas l'alpha et l'oméga. Voilà, c'est tout ce qu'on dit, et il faut sortir du débat politicien sur ce sujet. Bien que le ministre a quand même tenu à souligner cette question. Bien sûr, parce que c'est une différence entre nous. Voilà. Et Alors, il prend un exemple d'ailleurs qui est bien mauvais, puisqu'il se trouve que dans le drame qui a frappé Adrien Pérez, qui nous a tous frappé et qui a frappé évidemment la famille Pérez en premier lieu à Mélan cet été, c'est pas ça qui a permis d'identifier les assassins, malheureusement, qui avaient pignon sur rue dans cette boîte de nuit et qui avaient pignon sur rue également avec les videurs. Renzo Sully, la vidéoprotection, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais enfin vous y avez cru, et depuis longtemps, il y a combien de caméras aujourd'hui sur Échirolles? Une centaine? Non, 70. 70. Le plan prévoit d'aller à 80, oui. Oui, nous avons expérimenté depuis 10 ans maintenant les caméras, mais je le répète, pour nous, la vidéoprotection, c'est un outil comme un autre. Mais un outil dans un dispositif global de production de sécurité sur la ville. Mais un outil qu'il ne faut pas exclure. Voilà, un outil qu'il ne faut pas exclure, qui est un outil... J'ai eu l'occasion de le redire, y compris au ministre. On parle toujours des caméras, mais le plus utile, c'est ceux qui sont derrière les caméras. Parce que s'il n'y a personne derrière les caméras ne servent qu'à la reconnaissance d'un fait ou d'un délit pour identifier les auteurs, alors que nous, notre conception, c'est des caméras de prévention, de dissuasion et d'identification lorsqu'il le faut. C'est-à-dire des caméras qui servent à empêcher un certain nombre de délits, et c'est déjà arrivé, et des caméras de dissuasion. Mais pour cela, il faut du personnel derrière. Or là-dessus, on n'est absolument pas soutenu. On a été soutenu pendant toute une période sur l'investissement. Sur l'installation, l'État participe. Voilà. Mais je l'ai redit au ministre, 2008-2007... Sur le fonctionnement. Sur l'investissement, on n'a rien eu. Il a confirmé qu'effectivement, il n'y avait plus de sous. Donc, il faut aussi que l'État y tienne, je dirais, de la cohérence dans son langage. S'il veut inciter les communes qui le souhaitent à installer des caméras, il faut aussi qu'il y mette les budgets nécessaires, surtout que les communes, dans la période de baisse de dotation, je veux dire, leur demander de faire des efforts comme cela, non. D'autant que c'est des investissements importants. Oui, et la coproduction ne doit pas devenir
les vases communicants, c'est-à-dire plus les communes en font, moins l'État en fait. C'est-à-dire si on Vous avez peur d'un transfert de... si on doit faire des efforts, on les fait conjointement et on nous soutient. David Kéros, alors vous, la vidéoprotection, pour finir sur ce sujet, vous n'étiez pas convaincu au départ, hein, vous vous êtes laissé convaincre. Alors, c'est plus récent. Il y a une petite nuance, c'est que je me refusais à déployer un système de vidéoprotection alors que l'État ne nous promettait qu'une chose, c'était de diminuer les effectifs. À partir du moment où le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, est venu nous voir début 2016 et qu'il nous a tenu le discours suivant, je vais augmenter les effectifs de police et je vous invite à déployer des systèmes de vidéoprotection subventionnés, j'y ai accédé, ou tout du moins j'ai proposé cela à mon conseil municipal. On en a combien à Saint-Martin-d'Hers ? Il y en aura une cinquantaine d'ici la fin du mandat ? D'ici le 15 octobre. Ah oui. Donc ce système sera à l'œuvre. C'est une première phase. Il y a 3 phases en tout. On a été bien subventionné, il faut le reconnaître. En revanche, voilà, je me refuserai tout le temps à remplacer des machines par des hommes et des femmes. Il faut effectivement, comme l'a dit M. Sully, qu'on ait des personnels qui puissent travailler de bonne manière, que ce soit dans nos communes, mais également dans les services de la police nationale. Alors la sécurité pour les maires que vous êtes, c'est aussi les polices municipales, hein. Le maire est un officier de police judiciaire, il a en charge la gestion de la sécurité sur sa commune. Petit point sur l'état des polices municipales dans vos communes. Éric Piolle, on parle d'une centaine d'agents à la police municipale, c'est un chiffre qui a été ces dernières semaines un peu nuancé. Non, pas du tout. Il n'est pas nuancé puisque c'est bien 100 postes qui sont là. Il y a des recrutements en cours parce qu'il y a toujours de la mobilité. Donc les 100 postes ne sont pas pourvus aujourd'hui ? Voilà, exactement. Il y a des postes qui sont d'ailleurs en train d'être pourvus. Avec, au-delà de ça, un effort particulier sur l'équipement et les conditions de travail, hein, puisque nous avons investi dans une salle d'entraînement dans les locaux de la police municipale. Nous avons également sécurisé ces locaux. Nous avons équipé nos policiers de caméras piétons. C'était une demande. On a demander que le décret sorte, puisque aujourd'hui le gouvernement n'a pas encore sorti les décrets, donc on a les caméras, on ne peut pas les utiliser. On a également décidé lors du dernier conseil municipal, on l'avait décidé avant l'été, d'équiper nos équipes de nuit de pistolets à impulsion électrique, parce que pour leur mission le soir, c'est important. David faisait référence à l'arme blanche. Effectivement, c'est un moyen efficace contre cela. Vous entendez quand même les représentants de la police municipale qui disent mais pourquoi que la nuit finalement, le jour, il nous arrive aussi d'être en contact de gens qui sont potentiellement armés d'armes blanches. J'irai rencontrer également les policiers de la police municipale qui travaillent pendant la journée pour connaître le travail des équipes de nuit. C'est plus chaud. C'est objectivement plus chaud, évidemment, parce que leur mission, la police nationale ne va pas là, elle n'a pas les effectifs pour aller là, elle va ailleurs. On se coordonne, hein, et donc la sortie des bars avec le nombre de personnes qu'il y a alcoolisées et la violence qui est générée demande d'être équipée. J'en profite d'ailleurs pour vous faire réagir aux propos d'Émilie Chalas, il y a 15 jours sur ce plateau, qui disait de toute façon le maire de Grenoble, il a donné des consignes à la police municipale de ne pas aller la nuit dans les quartiers sud. Non, ce n'est pas des consignes que j'ai données, c'est que nous travaillons en coordination, police municipale et police nationale, et nous avons une convention de coordination. Le ministre de l'Intérieur faisait référence à la coproduction. Nous y sommes, il y a des conventions, il appelait d'ailleurs à ce que d'autres conventions se multiplient. Il y en a déjà une. Et effectivement, pour l'optimisation des moyens, nos équipes sont plutôt centrées sur la sortie des bars, notamment, qui est fort compliquée, et la police nationale est plutôt une police d'intervention qui va sur des opérations un peu compliquées la nuit. C'est une répartition des rôles. Nos policiers, je tiens à le rappeler pour autant, ils vont dans tous les quartiers, mais après on se coordonne avec la police nationale. Voilà, la mise au point est faite. À Saint-Martin-d'Hers, la police municipale, c'est quoi, une quinzaine d'agents ? 15 agents, exactement. Il va y avoir des recrutements. Comment vous imaginez son organisation future ? On a maintenu à l'organigramme 15 postes. Là aussi, moi j'avoue, hein, on n'est pas au complet actuellement, donc des recrutements sont à l'œuvre actuellement. Ça veut dire que c'est difficile de recruter des policiers municipaux, c'est ça ? Moi, ce que je déplore, c'est qu'on est un petit peu... les maires de France sont un petit peu en concurrence dans les recrutements des agents de la territoriale et en particulier des policiers municipaux. C'est des profils particuliers. Hein, c'est des profils particuliers, voilà, donc... Bon. Renzo Sully, à Échirolles, c'est quoi, 17 policiers municipaux, c'est toujours ça ? Oui, nous on a 17 policiers municipaux, on a 6
ASVP, les agents de sécurité de voie publique. On a 6 personnes derrière les caméras, 2 administratives et une directrice de la prévention et de la sécurité publique. Ça veut dire une trentaine de personnes qui travaillent sur les questions de sécurité. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le dire lorsque j'avais été reçu déjà au ministère par le conseiller police et au ministre. Je considère que les communes de l'agglomération, les collègues ont évoqué dans leur commune, elles ont déjà fait l'effort. Et leur faire le procès d'intention comme quoi elles n'ont pas fait l'effort sur ces questions-là, ça relève vraiment d'attitudes, je dirais, politiciennes qui essayent de faire de la tambouille pour montrer que certains seraient laxistes et d'autres seraient pour la tolérance zéro. Vous avez trouvé ça injuste, ce procès où on vous disait finalement que les communes prennent leur part de leur responsabilité et après l'État arrivera. Je veux dire, et puis c'est trop facile de dire la tolérance zéro. Une fois que vous avez dit la tolérance zéro, expliquez-moi comment vous la mettez en œuvre. Vous connaissez un seul maire de France qui est tolérant vis-à-vis de la délinquance? Aucun. Donc voilà, arrêtons les procès de ce type-là et soyons, je dirais, beaucoup plus forts en étant ensemble pour obtenir et convaincre l'État d'avoir un certain nombre de moyens. C'est le travail qu'on a fait ensemble et celui-là, il a été positif par rapport à celles ou ceux qui essayaient, je dirais, de mettre des obstacles sur la route. On va revenir sur cette approche politique ou politicienne, comme vous le dites. Sur la police municipale à Échirolles, vous avez même mis en place des brigades de nuit, comme à Grenoble. Oui, tout à fait. Nous avons mis en place depuis 3 ans une brigade de nuit. Nous sommes en train d'ajuster les horaires parce que là aussi, je dirais, à un moment donné, le nombre de personnes capables de travailler, il y a des périodes de maladie, il y a des périodes de congé, puis il y a des périodes où c'est creux. C'est ça aussi où on essaye d'ajuster les horaires, parce que nous, notre idée, c'était toute la nuit. Voilà. Puis on s'aperçoit qu'il y a des moments où il ne se passe rien. Alors, voilà. Oui, il faut ajuster les choses. Pendant des heures, je dirais, où il y a nécessité de mettre les policiers à ce moment-là, plutôt court. Donc on est en train de réorganiser, mais nous conserverons la brigade de nuit, bien entendu. Il y a un numéro vert aussi qui est en place à Échirolles. J'aimerais qu'on en vienne à l'armement des polices municipales. Vous avez vu ce rapport qui a été remis il y a quelques jours au Premier ministre et qui préconise de systématiser l'armement des polices municipales. Est-ce que vos PM, vos polices municipales, sont armées? À Échirolles, oui. La police municipale est armée, elle a toujours été armée, avant que je sois maire. Et donc je ne vois pas pourquoi je l'aurais désarmé. Ils sont effectivement... C'est important armés. Je pense, personnellement, oui, que c'est important. Mais ça fait 40 ans qu'ils sont armés. Il n'y a jamais un coup de feu qui a été tiré par un policier municipal à Échirolles. Mais à un moment donné, je veux dire, moi je considère que chacun doit être dans son rôle. Policier, c'est un policier. Voilà, même si on lui demande de ne pas, je dirais, être dans un autoritarisme qui serait, je dirais, malvenu. Moi, je suis pour une police qui soit une police respectueuse et une police respectée. Vous donnez des consignes de fermeté, du coup, à vos agents, c'est ça, j'entends. Voilà, mais je ne veux jamais les mettre en danger. Je ne souhaite absolument pas mettre en danger eux, ni mettre en danger, je dirais, des passants ou autres dans des opérations qui peuvent se dérouler. Mais oui, ils ont toujours été armés. Bon, voilà. David Queiroz, une brigade motorisée également. Armée également. À Saint-Martin-d'Air. Alors l'arme, je peux concevoir qu'elle puisse être dissuasive. Je rappelle qu'elle ne peut être utilisée que dans une seule situation, c'est la légitime défense. Bien sûr. Bon, à Saint-Martin-d'Air, les policiers ne sont pas armés. Nous n'avons pas mis en délibération cet aspect-là des choses. En revanche, nous allons équiper la police de pistolets à impulsion électrique très prochainement. Voilà, c'est ça. Éric Piolle, à Grenoble, vous refusez catégoriquement l'armement, avec des armes létales, j'entends, de la police municipale. Je crois qu'il y a des missions différentes et de fait, il faut marquer ça. Il faut rappeler quand même que la police nationale, elle a été créée par absorption des polices municipales. Il y a un peu plus de 70 ans. Mais la police nationale, il y a un moment, on a dit, bon ben voilà, on prend le contrôle et c'est l'État qui prend le contrôle. Si l'État veut aujourd'hui prendre le contrôle, il y a à peu près 30 000 policiers municipaux en France. C'est ce que disait Renzo tout à l'heure, il y a une question de vase communicant. Les communes, de fait, ont investi dans ces moyens de tranquillité publique et de sécurité. Bon, voilà, le débat peut se poser. Le débat, il a eu lieu également, d'ailleurs, à 2 reprises déjà à l'Assemblée sur les sécurités privées. Faut-il armer les sécurités privées, 160 000 agents? Il en est de nouvelles questions. Il en est de nouveaux questions. Il faut voir aussi si c'est dans l'exercice de leur mission ou est-ce qu'on est en train d'aborder
d'aborder un autre débat qui est celui de la lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur, quand il était maire, était un farouche opposant de l'armement de la police municipale. Il a changé de position très tardivement, fin 2015, à la suite des attentats, mais sur une logique là, de lutte antiterroriste. Voilà, ça fait partie des débats importants et récurrents qui arrivent entre les collectivités et l'État. J'en viens à une question que vous avez tous plus ou moins évoquée, c'est le côté très politique de cette question de la sécurité, voire politicien. Pour être clair, est-ce que vous pensez que ce sujet, à 1 an et demi des élections municipales, a été instrumentalisé, utilisé par certains ? Certains, en tout cas, n'ont pas hésité à dégrader l'image de leur territoire. Voilà. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour certains de nos habitants. D'abord parce qu'on rencontre des personnes âgées qui, voyant toute la mousse qui est faite autour de cela, se disent que finalement c'est dangereux, on ne va plus sortir. Donc ça renforce l'isolement, alors que nous cherchons au contraire à créer du lien social et à lutter contre l'isolement. Et puis ça a aussi un impact, même pour l'attractivité du territoire, sur l'image du territoire, alors que notre territoire, il est mis en avant pour sa capacité d'innovation, pour sa capacité à avancer dans la transition énergétique, sur les mobilités douces, sur l'urbanisme. Nous sommes mobilisés tous ensemble sur des beaux projets, la rénovation urbaine. Nous sommes également tous les trois, d'ailleurs avec le président Ferrari, portant un projet collectif autour de la rénovation urbaine. Donc on a énormément d'atouts. Et certains choisissent de mettre le territoire en pâture. Et ça a un impact. Voilà, ça a un impact. Alors que, comme disait Renzo, pas un maire en France né pour la tolérance envers les délinquants. 2, tous ceux qui ont joué au coup de menton en disant « ça n'arrivera plus jamais avec moi et les gros bras ». Bon, ils en sont revenus, ou sinon ils ont défilé toutes les 2 semaines en disant que plus jamais ça n'arriverait. Et à force, ça use un petit peu tout le monde. David Queiroz, Renzo Sully, ce sujet sera essentiel pour la prochaine campagne municipale ? Il est forcément dans toutes les têtes. Il est vrai que il se trouve que je fais le tour de tous les quartiers actuellement. Donc on est en visite quasiment tous les samedis, tous les 15 jours dans les quartiers. L'essentiel des sujets, c'est effectivement vitesse excessive, déchets et puis bien sûr sécurité. Lorsque je vais dans un quartier et qu'on me dit dans la semaine il y a eu 2 cambriolages, forcément, alors bien sûr qu'ils l'expriment au maire, mais je pense aussi que nos habitants savent faire la part des choses et ils ne demandent qu'une chose en fait, les habitants, c'est d'avoir un niveau d'un cadre de vie identique partout en France. Donc la sécurité, normalement tous les Français devraient bénéficier des mêmes conditions de sécurité sur le territoire français. Voilà, on est sur ces sujets-là. Bien sûr que certains ont des propositions qui jouent la surenchère. Et comme l'a dit Éric Piolle, les prétentieux se sont vite fait rattraper par certaines réalités. Donc voilà, il faut savoir faire preuve d'humilité. En revanche, ce dont il faut faire preuve, c'est de mobilisation sur ces sujets-là avec les habitants. Donc des nouveaux dispositifs annoncés par le ministre de l'Intérieur ce vendredi. Et parallèlement à ça, vous le dites, des habitants qui sont parfois un petit peu résignés, voire révoltés. Vous avez lu cette semaine la lettre des parents d'Adrien Pérez au président Macron. Adrien, ce jeune donc mort poignardé cet été devant le Phénix à Mélan. Et des parents qui attendent d'ailleurs toujours une réponse de l'Élysée, au passage, et qui écrivent ce qu'ils appellent un cri de révolte face à une violence endémique. Que font nos élus censés assurer notre sécurité ? Ont-ils si peur de ces gens ? Ont-ils un intérêt à les laisser prospérer ? La France a renoncé à imposer la République dans certains territoires. Les élus sont-ils pas finalement très démunis face à cette question de la délinquance et de l'insécurité ? Non, je dirais que nous ne sommes pas démunis, même si on a des limites dans notre action. En tout cas, on n'est pas démunis du point de vue de la volonté. Du point de vue de la volonté, la preuve, le travail qu'on a fait depuis 1 an pour faire venir le ministre, pour obtenir des moyens, le travail qu'on fait dans nos communes pour développer la police municipale, tous les moyens globaux, parce que... Mais ça, c'est les moyens, Renzo Sully. Ce que les gens attendent, c'est que les délinquants arrêtent de dealer au pied de leur immeuble. Oui, mais vous avez vu le rapport qui vient de sortir aujourd'hui. 40% des jeunes fument. Ont testé. Oui, fument. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une famille pratiquement où il y a 3-4 enfants, vous pouvez vous dire que près de la moitié d'eux sont en train de fumer. Donc ça veut dire que la question, qui est une vraie question
y compris sanitaire, mérite un débat dans ce pays-là, parce que si on ne le fait pas, ce débat, ben oui, ça se vend, il y a 35 points de deal dans l'agglomération. Et après, c'est trop facile de dire les élus n'ont pas la volonté. Les élus ont la volonté. La preuve, on passe notre temps là-dessus. Cet été, et Chirol a été ville pilote en collaboration avec la nationale pour lutter contre les rodéos et tout. Rodéo sauvage dans les quartiers. Les 2 roues sur la roue arrière. À partir du moment où on y a mis les moyens, on a passé un été un peu plus tranquille, même si c'est pas éradiqué et que c'est de partout. Et il y a des dispositifs législatifs qui arrivent. Je lisais en venant les déclarations de la maire de Lille, Martine Aubry. Qui demande davantage de policiers. Elle se pose la question de se dire si c'est en République. Il y a 23 maires qui viennent d'interpeller. Pareil, c'est la situation que nous connaissons ici, même si elle est spécifique, parce que dans chaque agglomération, il y a la spécificité, mais et le ministre l'a dit d'ailleurs, c'est une situation dégradée au niveau national. Donc il faut y mettre des moyens, il faut travailler sur l'école, il faut travailler sur l'insertion des jeunes au boulot, il faut travailler sur les incivilités, il faut travailler sur la répression, bien entendu. Et s'attaquer aux causes, effectivement. Voilà, et s'attaquer aux causes. C'est ce que disait Éric Piolle. Messieurs, merci beaucoup. Vous évoquez la dépénalisation du cannabis. Je sens qu'on va évoquer cette question dans le supplément, le bonus du Récap Info. Rendez-vous sur Internet, télégrenoble.net. Merci encore à tous les 3 d'être venus ensemble sur ce plateau. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et tout de suite pour le bonus sur Internet.